Bonjour mesdames, messieurs, très content de vous retrouver dans le cadre de Nous pour parler. Aujourd'hui, nous avons pris consolidé de vous parler des États-Unis et de leur fin imminente. Donc, les États-Unis, c'est fini. Et vous allez devoir le découvrir dans cette petite vidéo. Terminé pour les États-Unis. Il n'y a pas d'issue. Mesdames et messieurs, le monde bouge, plus rien ne résiste au vent de l'histoire. Et la grande puissance américaine est en train de tomber comme un fruit mûr, contrairement à tout ce que nous sommes en train d'écouter dans certaines déclarations de l'écoderme qui sont très mécontents de vivre l'histoire de leur fin. Ils prétendent que les États-Unis ne vont pas tomber d'ici là, même si les BRICS venaient en mettre sur pied leur monnaie, la monnaie BRICS, eh bien, les États-Unis ne vont pas tomber. Le dollar va continuer à régner au niveau planétaire. Pourtant, mesdames et messieurs, on essaie un peu d'examiner avec vous les contours de cette réalité pour vous amener à comprendre naturellement combien les États-Unis ne vont pas tenir d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc ce n'est plus une question de décennies. Ce n'est plus une question de décennies, c'est une question de quelques années simplement. Le pouvoir américain ou la puissance américaine, mesdames et messieurs, est assis sur le dollar. Alors, pour comprendre comment le dollar, ou plutôt la monnaie BRICS, mettra fin à la puissance des États-Unis, vous devez comprendre, avoir une idée sur l'origine de la monnaie. Comment la monnaie peut être un soutien total et fort pour la puissance d'un État. Donc pour le comprendre, vous devez d'abord et avant tout comprendre comment la monnaie est apparue, comment l'argent est apparu, l'origine de l'argent. Ceci vous permettra naturellement de comprendre combien les Américains vont tomber comme un fruit mûr. Mesdames et messieurs, l'argent. L'argent, comment l'argent est apparu? Nombreux sont ceux qui ignorent cette réalité. L'argent est apparu quand on a ressenti le besoin de réserver les valeurs, le besoin d'échanger et le besoin de mesurer les valeurs. Donc l'argent est apparu pour remplir les trois fonctions. La fonction de réserver des valeurs, la fonction du besoin du troc et du besoin d'échange. L'instrument, il fallait avoir un instrument d'échange. Il fallait aussi avoir une unité de mesure des valeurs. Et donc, l'argent est apparu à partir de ces trois réalités, simplement parce que pour échanger, il faut connaître la valeur de son produit. Alors, tous les produits n'ont pas la même valeur. C'est ainsi que les savants comme les Karl Marx ont vite compris qu'il fallait déterminer la valeur de chaque chose par ce que lui, dans son livre Le Capitalisme, a appelé le quantum du travail. C'est-à-dire que toutes les marchandises sont là, mais toutes les marchandises n'ont pas la même valeur à partir du moment où, pour les produire, on ne réalise pas le même temps et on ne sort pas les mêmes énergies. Alors maintenant, il y a des marchandises ou des produits qui, pour en avoir à l'état fini, il faut un certain nombre de temps un peu plus considérable que d'autres qui ne prennent pas du tout de temps
pour le produire et qui n'ont pas l'exigence d'assez d'énergie. Du coup, les valeurs ou les produits se diversifient par rapport au temps réalisé pour le produit et à l'énergie dépensée. C'est ça que Karl Marx appellera le quantum du travail. Alors maintenant, il faudra absolument déterminer la valeur de chaque produit, ce qui fait que il fallait absolument pour le faire avoir l'unité de mesure des valeurs, c'est-à-dire l'unité de mesure de chaque produit. À ce niveau, on a inventé d'abord le fer. Le fer et l'acier. En Afrique, on a inventé ça. Parce qu'avec le fer et l'acier, on pouvait bien réaliser la métallurgie et la sidérurgie. C'est-à-dire on pourrait bien réaliser, fabriquer des machettes, tout ce qui n'est pas facilement réalisable par n'importe qui. Et donc on pouvait bien garder les valeurs à travers le fer, qui peut à travers l'alliage produire de l'acier et avec lequel on peut fabriquer la machette, la houe, les ustensiles de toutes formes. Et c'était déjà là un étalon de valeur. Par la suite, on est passé du fer à l'or. Étant donné que l'or exige beaucoup d'énergie pour le produire et beaucoup de temps aussi pour l'avoir, l'or est devenu l'unité de mesure des valeurs. L'or est devenu l'unité de mesure des valeurs. Et maintenant, pour réaliser les échanges, tel a besoin de tel produit, l'autre a besoin de tel produit, l'autre là a besoin de tel produit, on ne saura pas, à travers le troc, à réaliser la facilité de cet échange. Et donc, il fallait le faire avec de l'or. Et donc, l'or facilite maintenant le troc. Nous avons là déjà deux fonctions. La première fonction de l'or, c'est l'unité de mesure des valeurs. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une maison, on se dit que non, cette maison vaut autant de onces d'or, 10 onces, 50 onces. Cette voiture ou ce jardin vaut autant d'onces d'or, ou ce terrain. Donc, l'unité, l'or devient l'étalon des valeurs, c'est-à-dire l'unité de mesure des valeurs. L'or devient au même moment une réserve de valeurs, c'est-à-dire tu peux aussi garder tes biens, au lieu de les garder en nature, tu vas utiliser tout simplement de l'or, garder de l'or, et tu te dis que non, je vais acheter ma maison après 2 ans. Mais ta maison se trouve avec toi dans ta poche. C'est-à-dire tu as 50 onces d'or, 100 onces d'or, tu as déjà ta maison dans ta poche. Voyez-vous? Alors maintenant nous avons là les 3 fonctions, c'est-à-dire l'étalon des valeurs, donc l'unité de mesure des valeurs, l'instrument d'échange, ce qui nous permet de faire les trocs, et enfin la réserve de valeurs, ce qui nous permet de garder des valeurs. Alors, il se pose maintenant un problème. Il se pose un problème, c'est le problème du gardiennage. Comment garder de l'or et vivre en sécurité? À partir de ce moment-là, comme tout le monde n'était pas habilité à garder de l'or, à garder la valeur, eh bien, il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus sécurisés. La plupart parmi eux, ce sont des rois, ce sont des généraux de l'armée. Cela pouvait détenir, n'est-ce pas, de caves. Ils pouvaient bien détenir des caisses blindées pour garder des valeurs. Alors, ceux qui pouvaient avoir autant d'or, pour la sécurité de leur richesse, ils allaient voir les généraux, les rois, les chefs, ainsi de suite, pour garder leurs valeurs.
Et donc, là, le roi, parce qu'il est sécurisé, il prend ton nom, il te le garde. Et toi, tu veux acheter quelque chose, tu vas voir le roi. Le roi, j'ai 50 onces d'or ici, garde-le pour moi. Et lui, il te remet un jeton. Ou alors, il te remet 10 jetons. Si tu as par exemple 100 onces d'or, il te remet 10 jetons, qui représentent 10 onces par jeton. Un jour, tu as besoin d'acheter une autre valeur. Et tu as 100 onces d'or. Tu veux acheter une maison qui coûte 10 onces d'or. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un jeton qui détient la signature du roi ou la signature d'un général. Eh bien, tu remets à celui qui a une maison que toi tu veux prendre. Et tu lui dis, écoutez, tu vois le jeton ici, tu vas chez le roi. Le roi ou le chef ou le général garde mon or là-bas. Eh bien, il va te remettre 10 onces d'or. Eh bien, moi, je prends ta maison. Eh bien, quand tu descends chez le roi, il voit sa signature, il voit le numéro du jeton bien établi par lui. Eh bien, il te remet carrément les 10 onces d'or. Et lui te remet la maison à laquelle tu as besoin. Et voilà, c'est le début de la banque et le début de l'argent. Plus tard, le jeton, parce qu'en réalité, le jeton n'est qu'une feuille, mais c'est une feuille qui représente une certaine valeur, qui représente de l'or. Et plus tard, le jeton deviendra la monnaie. Et donc la monnaie doit représenter la valeur. Ça doit être la réserve des valeurs. Voyez-vous? Donc on ne peut pas se permettre d'émettre des billets sans avoir une certaine quantité d'or qui représente ces billets. C'est inconcevable. Mesdames, Messieurs, c'est ça l'aventure. Je crois que vous êtes suffisamment intelligents parce que vous avez compris l'origine de la monnaie, l'origine des banques et comment ça se passe, comment la monnaie joue la fonction des trois valeurs, donc l'étalon de valeur, la fonction la fonction de l'étalon de valeur, d'instruments d'échange et des réserves de valeur. C'est ça les trois fonctions de la monnaie. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, les États-Unis sont en train d'émettre le dollar sans avoir des réserves d'or. C'est-à-dire qu'ils ont produit une richesse virtuelle, une escroquerie. Ils n'ont pas assez d'or pour soutenir les billets qu'eux impriment. Et ils se sont imposés de cette façon. En RDC, mon pays, le Congo démocratique, la RDC font faire des échanges avec les États-Unis à l'ordre de plus de 0,1%. C'est-à-dire que les Américains n'ont rien ici. Ils n'exportent rien en RDC, rien du tout. Mais c'est le dollar qui est la monnaie réelle consommée en RDC. Le franc congolais n'est qu'un appui. La monnaie réelle, c'est le dollar. Alors que tout en RDC vient de la Chine, vient de l'Inde. Presque tout. Mais pour acheter en Chine, pour acheter aux Indes, il faut avoir le dollar. Alors j'ai vu une dame là, une Française, une certaine Rachel. Non, le dollar va continuer. Mais le dollar va continuer comment, madame? Tu es en train de rêver ou quoi? Mais le dollar va tomber comme un fruit à partir du moment où la monnaie de BRICS sera mise en circulation. Ceci signifie que pour acheter aux Indes, pour acheter en Russie, pour acheter en Chine, on n'aura pas besoin du dollar ici en RDC. Il suffira seulement d'avoir le franc congolais, le convertir
en monnaie numérique de BRICS, automatiquement tu achètes aux Indes. Et le dollar tombe comme un fruit mûr. Ce qui est vrai pour la RDC l'est aussi pour tous les autres pays. Pratiquement le 3/4 des pays du monde. Les Américains ne produisent plus rien, mais alors plus rien. Et toi de dire, non, écoutez, ça va résister comment? Parce que leur dollar n'a aucune couverture en or. Mais comment ça va résister? Mesdames et messieurs, c'est fini pour les États-Unis. L'histoire de la puissance américaine terminée. Terminée, mesdames et messieurs, parce que pour que l'Amérique n'arrive pas à rehausser son taux directeur, il doit produire. Or, l'Amérique ne produit plus rien. Ils n'ont qu'une richesse virtuelle et non pas réelle. Les autres pays du BRICS, ils ont des richesses réelles qu'ils changent avec le reste du monde. Mais l'Amérique n'a qu'une richesse virtuelle. C'est-à-dire le dollar qui en soi, ce ne sont que des papiers. Comment vous ne pouvez pas comprendre que l'Amérique est en train de tomber comme un fruit mûr? Et plus grave, ils ont été soutenus dans leur aventure par un certain Dieu. L'Amérique se présente aujourd'hui comme l'unique pays au monde qui prête serment, dont le président prête serment sur un faux document, la Bible. Et ce Dieu-là les avait soutenus jusqu'à preuve du contraire. Et dans leur faux billet, ils ont marqué « In God we trust ». En Dieu, nous nous confions. Quel Dieu? Quel Dieu? Eh bien, ce Dieu-là de la Bible a été sociétaire de ces pays escrocs. Et voilà que la première chose à faire en Afrique, c'est de chasser d'abord ce Dieu-là. C'est de chasser ce Dieu qui a soutenu les escrocs. D'où la révolution spirituelle s'impose en Afrique. Mesdames et messieurs, croyez-moi que la puissance américaine n'est plus une question de décennies, c'est tout simplement une question d'années. Et donc, avec la spiritualité africaine naissante, c'est fini pour les États-Unis. C'est fini pour la puissance américaine parce que leur Dieu s'apprêtant à disparaître avec leur monnaie, terminer leur histoire, l'ère du Verseau va se vivre sans la puissance américaine. Ce n'est pas une question de décennies, ce n'est qu'une question d'années. Que la paix des ancêtres soit avec vous.